j'ai fait court, on m'a dit que j'avais 1 minute 30 à peu près. Donc pour vous présenter le premier essai thérapeutique finalement qui a jamais été réalisé dans le syndrome d'Alport, avec un médicament qui n'est pas spécifique, qui est la bardoxolone méthyle, que certains d'entre vous connaissez certainement. Puisque la bardoxolone, c'est une molécule qui a été développée de nombreuses années. Initialement, on recherchait une molécule avec activité anticancéreuse. C'est celui qui a découvert TGF-bêta qui a développé cette molécule. Je ne vais pas vous détailler le mécanisme d'action, mais en gros, elle agit principalement sur un gène qui est un master gène qui va réguler une bonne partie des fonctions mitochondriales, de l'énergie de la cellule et également la voie NF-kappa-B et l'oxydation des batides gras. Des voies de signalisation qui sont impliquées dans beaucoup de maladies rénales chroniques, beaucoup de modèles expérimentaux, dont l'Alport. Et de par cet effet, elle va avoir aussi un effet anti-inflammatoire qui, bien sûr, joue un rôle. Et il a été montré dans des modèles in vitro et expérimentaux que la bardoxolone ne va pas affecter, bien sûr, les défauts de la membrane basale glomérulaire du syndrome d'Alport, mais elle agit à la fois sur l'homéostasie glomérulaire au niveau de la cellule mésangiale et de la cellule endothéliale, et également sur la cellule tubulaire avec un effet protecteur vis-à-vis de la toxicité de la protéinurie, qui est un point commun de dommage rénal dans toutes les néphropathies glomérulaires. D'où l'absence de réduction de la protéinurie avec cette drogue. Donc c'est un concept un petit peu nouveau pour nous, c'est que la protéinurie ne va pas baisser et que le DFG, on ne va pas regarder la pente du DFG si elle est redressée, puisque cette drogue augmente le DFG. Ceci est connu depuis quelques années dans des essais qui avaient été faits dans des populations, soit un pointeur, atteinte de cancer, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, puisqu'il y a un essai de phase 3 en cours, et puis dans la maladie diabétique, les essais BIM et puis Beacon, publiés dans le New England il y a quelques années, qui montraient une élévation du DFG, et l'étude Tsubaki qui a été présentée à l'ASN au Japon, chez dans des néphropathies diabétiques de type 2. Et l'élévation du DFG, vous voyez, 6, 7, voire plus millilitres par minute, est tout à fait significative. On pourra discuter du mécanisme. Une des questions, c'est est-ce que cette augmentation du DFG est transitoire et hémodynamique ? La réponse, on l'espère, est que non, pas uniquement. Et c'est pour ça que la FDA a demandé, dans l'essai qui nous concerne, cardinal sur l'Alport, de regarder ce que va devenir le DFG après 4 semaines d'arrêt du traitement. Ça avait déjà été un peu regardé dans les études BIM et Beacon dans la néphropathie diabétique. C'est des patients qui étaient très sévèrement atteints, vous voyez, des DFG moyens aux environs de 30, voire de 23 dans Beacon, et ils gardaient une élévation significative du DFG 4 semaines après l'arrêt du traitement. Et c'est ce qu'on va regarder aussi dans l'Alport. Alors, l'étude de phase 2 est terminée, elle a eu lieu uniquement aux USA, nous a été présentée dans une réunion pendant l'ASN, et elle se proposait de regarder sur 12 semaines l'évolution du DFG sous bardoxolone chez les patients atteints de syndrome d'Alport, y compris des enfants. Il n'y en avait que 2 qui avaient de moins de 18 ans. Et vous voyez que l'élévation du DFG est rapide et très significative à 12 semaines, avec 13 millilitres minute d'élévation du DFG. L'étude de phase 3 qui nous concerne, donc, a commencé aux États-Unis. On a pris à peu près 6 mois de retard en Europe, c'est pareil pour les autres pays. Il ne va y avoir que des patients adultes, malheureusement, en Europe, alors qu'aux États-Unis, ils vont inclure des enfants au-delà de 12 ans. Les critères d'inclusion sont très larges, on va dire, puisque c'est un syndrome d'Alport confirmé soit par un test génétique. Ne vous inquiétez pas s'il n'a pas été fait dans votre... déjà initialement, il n'y aura pas besoin de l'envoyer en Belgique ou à Ouagadougou, puisque le laboratoire fera un test génétique lui-même. Mais s'il n'y a pas de test génétique, ça peut être un diagnostic histologique. Le DFG d'entrée est entre 30 et 90, avec deux screens initialement pour être sûr qu'il est stable. On élimine les patients qui sont trop protéinuriques, parce que cette drogue, contrairement à tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser comme les bloqueurs du SRA, ne diminue pas la protéinurie et l'augmente même un peu proportionnellement au DFG. Le ratio DFG sur protéinurie sur DFG reste stable.
Donc on exclut quand même les patients trop protéinuriques. Et puis il doit avoir un traitement stable par IEC ou ARA2. Les critères d'exclusion, c'est principalement des patients qui ont des antécédents sévères de cardiopathie ou un BNP élevé, parce que dans l'étude Beacon qui avait conduit à l'arrêt du développement de cette molécule, chez des patients diabétiques relativement âgés, on va dire cardiopathes pour faire simple, il y avait un effet de rétention hydrosodée et des événements cardiaques qui avaient conduit à des épisodes d'insuffisance cardiaque et conduisant à l'arrêt. Et puis en rétrospective, quand ils ont repris ces analyses, on voit que si on se focus sur les patients qui n'avaient pas d'antécédents ou qui avaient un BNP inférieur à 200, à ce moment-là, il n'y a plus de différence significative entre le bras placebo et le bras bardoxolone. On peut espérer que dans cette population, bien sûr, de patients atteints de syndrome d'Alport, qui n'a rien à voir avec des diabétiques avec 32 DFG, qui n'ont pas les facteurs de risque associés, on n'ait pas ce type d'événement cardiovasculaire. Et c'est ce qui semble d'ailleurs se passer dans l'étude japonaise chez les diabétiques de type 2 présélectionnés. Et puis une hypoalbuminémie inférieure à 30 aussi est un facteur d'exclusion. Il y aura à peu près 180 patients. Donc les USA qui ont commencé, il y aura le Canada, l'Australie. En Europe, ça se met juste en place. UK, Germany, Spain. On a eu la visite de mise en place, nous ici, la semaine dernière. Il y a malheureusement que 3 centres. Ne me demandez pas comment ils ont été choisis. Grenoble, je sais, parce qu'ils avaient participé à l'étude Beacon chez les diabétiques. Voilà, donc Paris, Lyon et Grenoble. Et donc, les patients voulant participer devront voyager dans un de ces centres, en sachant que tout est pris en charge, déplacement, hôtel, indemnisation, et même pour un accompagnant, indemnisation d'un accompagnant. Il va falloir enrôler assez vite, parce que quand ils ont commencé aux États-Unis, ça va finir en juin 2018, en théorie. La durée est 2 ans, je ne vous détaille pas, mais en gros, il va y avoir 48 semaines de traitement, 4 semaines d'arrêt. On mesure, c'est un DFG estimé, assez régulièrement comme toujours. Et puis après ces 4 semaines d'arrêt, il va y avoir un comité qui va superviser l'essai. Si tout se passe bien, on repart pour 48 semaines, et encore après mesure du DFG à la fin, et après 4 semaines d'arrêt de traitement. Et ils ont déjà négocié avec la FDA pour, si au bout d'1 an, les signaux étaient bons ici, commencer à entamer les démarches pour avoir l'enregistrement. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres diapos, et si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Merci. Merci beaucoup. La raison pour laquelle les enfants sont exclus en Europe ? Je ne sais pas. Le nombre de patients, c'est ouvrir plusieurs centres en Europe, je pense pour un nombre de patients limité, safety, je ne sais pas. Est-ce qu'il est si limité que ça, le nombre de patients ? Il n'est pas si limité que ça, mais c'est au-dessus de 12 ans. Hein. Enfin, les ouais. ados... C'est au-dessus de 12 ans, de toute façon. Ouais. Hein, ils ont... Donc c'est la fenêtre 12-18 qui manque. Vincent ? Oui. Merci pour ta présentation. Juste, moi, je m'étais arrêté au papier sur la néphropathie diabétique, où de mémoire, l'essai avait été interrompu précocement à cause d'effets secondaires, une surmortalité cardiovasculaire, je me trompe ? C'est ce que j'ai dit exactement. Oui. Donc, et là, par rapport au promoteur, vous avez eu un retour par rapport à une explication à ces effets secondaires ? C'était parce que la population, oui. C'était une population tout à fait particulière. Oui, de alors patients à haut risque. c'est ce que j'ai dit, mais un peu vite. C'est moi qui n'ai pas Donc il y a eu une étude post-hoc, effectivement, du papier du New England paru il y a quelques années. Il y a 2-3 publications. Malheureusement, évidemment, en 1 minute 30, je ne peux pas vous donner tout le détail. Donc cette analyse post-hoc a montré que si on exclut les patients avec des antécédents de cardiopathie, de FG fraction d'expression basse ou BNP élevé, à ce moment-là, il n'y a plus de différence significative. Merci. Et pour avoir discuté avec quelques collègues qui ont, notamment Philippe Zaoui à Grenoble, qui lui avait inclus 14 patients, m'a dit que ça s'était bien passé pour les 14 patients qu'il avait inclus. Et l'étude japonaise qui a été présentée à l'ASN est tout à fait conséquente. Et il n'y avait pas d'événement cardiovasculaire majeur. C'est un peu un effet comme les antagonistes de l'endothéline, ceux qui n'étaient pas très spécifiques du récepteur B, AB, avec cet effet de rétention hydrosodée qui avait été observé, probablement. Bruno ? Bertrand ? Ouais. Celui-là.
D'abord, est-ce que c'est compétitif les inclusions? Parce que juin 2018, oui, c'est compétitif. On connaît ce genre de protocole, on a à peine fini la mise en place. Et, je sais bien. Ils ont commencé très vite aux États-Unis parce qu'ils avaient tout leur centre de l'étude Beacon prêt, et puis ça a mis du temps à l'Europe comme toujours. Donc oui, c'est compétitif. En gros, c'est que vous avez fait une évaluation du nombre d'Alport potentiel. On est en train de le faire. Alors la limite, ça va être un peu régional, hein, mais les critères sont très larges. Hein. Vous avez vu les critères. Ça peut être une femme liée à l'X qui a 300 mg de protéinurie. Hein, donc les critères sont très larges. En pratique, ma question, c'est finalement, si on sélectionne nous des patients en région, est-ce que ça vaut le coup de mettre tout ça en route? Est-ce qu'ils ont des chances d'être inclus d'ici le mois de juin? Oui, absolument. Ils ont des chances d'être inclus, mais c'est les gens qui doivent accepter de voyager dans un des 3 centres, Paris, Lyon, Grenoble, sachant que c'est surtout au début, comme dans les 3 premiers mois, que les visites sont assez fréquentes. Il y a 2 points de screening qui peuvent être faits à 2 jours d'intervalle, et après il y a une visite semaine 1, semaine 2, semaine 4, semaine 8, semaine 12, et après ça s'élargit. Donc c'est un peu le problème. Une avant-dernière question ensuite. Oui. J'anticipe un petit peu. Est-ce qu'on a une idée du coût du traitement, si le traitement s'avère... Aucune. Mais parce que le produit existe, donc les dosages... Le produit existe, mais il n'est pas commercialisé pour aucune indication. Donc il n'a l'AMM pour aucune maladie, donc il n'y a même pas eu de discussion de coût du médicament pour l'instant. D'accord, je pensais qu'il était déjà utilisé en cancer. Non, pas du tout. Non. Le développement le plus avancé est dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et puis, la néphropathie diabétique, là, ils vont étendre l'étude de Sabuki.